La semaine dernière, on avait laissé derrière nous les rails verglacés de l'Inconnu du Nord Express. 2 hommes, un pacte pourri et une morale qui s'effiloche dans la fumée d'un train de nuit. J'en avais encore la suie sur le col. Ce soir, on change de décor. On quitte les gares américaines pour un manoir anglais où le whisky sent la poussière et les secrets sentent le rance. Un huis clos enneigé, des domestiques nerveux, un héritier fasciste qui ne croit plus à Noël et un intellectuel venu d'ailleurs qui observe tout ça calmement, comme un médecin légiste devant un cadavre social. Le bouquin s'appelle Meurtre à l'anglaise. L'auteur, Cyril Hare, était juge dans la vraie vie. Autant dire qu'il savait reconnaître la culpabilité, même quand elle portait un veston taillé chez Savile Row. Ce soir, Sam range son revolver. Pas besoin de poudre quand la haute société s'entretue à coups d'héritage et d'idéologie. Et quelque part, sous la neige, c'est tout un royaume qui se vide de son sang bleu. On ouvre le dossier chapitre par chapitre. Bienvenue à Warbeck Hall. L'affaire du soir s'ouvre en 1951. L'Angleterre sort à peine de la guerre, mais la paix pour elle, c'est une autre bataille, celle du déclin. Le rationnement court toujours, le charbon se fait rare, et la noblesse britannique, jadis solide comme un perron de marbre, commence à se fissurer comme un vieux vase de Wedgwood. C'est dans ce décor d'après-guerre que Cyril Hare plante son manoir, Warbeck Hall, une bâtisse ancienne, la plus vieille du comté fictif de Berkshire. Une maison où les portraits d'ancêtres regardent leurs descendants comme des juges exaspérés. Le roman, An English Murder, paraît cette année-là chez Faber & Faber, éditeur londonien déjà connu pour avoir publié T.S. Eliot et William Golding. En France, il arrivera plus tard sous un titre un peu ironique, Meurtre à l'anglaise, une traduction qui sonne comme un clin d'œil à ces crimes de salon où l'on tue avec politesse. Sur le papier, c'est un simple whodunit de Noël, un manoir isolé par la neige, une poignée d'invités triés sur le volet et une mort suspecte à l'heure du pudding. Mais derrière les guirlandes et la bruine, Hare mène une autopsie de son pays. Pas de microscope ici, juste la loupe d'un juge et le scalpel d'un moraliste. Parce que l'auteur derrière ce pseudonyme distingué s'appelait Alfred Alexander Gordon Clark. Né en 1900 dans le Surrey, mort en 1958, juge de comté et avocat respecté. Le genre d'homme en robe noire qui connaissait les codes aussi bien que les coupables. Le pseudonyme lui-même est un petit chef-d'œuvre d'ironie anglaise. Cyril, comme l'immeuble où il habitait, Cyril Mansion, et Hare, comme l'adresse de son cabinet d'avocat, Hare Court, dans le quartier du Temple à Londres. 2 lieux, une identité, entre le foyer et le tribunal, entre la théière et la salle d'audience. Pendant la guerre, il bosse au Director of Public Prosecutions, le bureau du procureur public. Autant dire qu'il voyait défiler les pires spécimens du genre humain, du petit voleur au traître national. Et quand il reprend la plume, il transforme ses souvenirs en intrigues ciselées où chaque détail juridique fait mouche. Avant Meurtre à l'anglaise, il avait déjà signé Suicide Accepted, 1939, une histoire de clause d'assurance aussi tordue qu'un code fiscal, et Tragedy at Law, 1942, où un juge itinérant découvre que la justice a parfois la gueule d'un cirque ambulant. Autant dire que Hare savait que les verdicts les plus nets cachent souvent les consciences les plus troubles. En 1951, la Grande-Bretagne vit un tournant. Le Labour Party de Clément Attlee s'essouffle. Churchill s'apprête à revenir au pouvoir. L'État-providence monte, l'aristocratie s'effondre et les domestiques lèvent enfin la tête. C'est ce pays-là, coupé entre le thé et la lutte des classes, que le juge Hare enferme dans sa demeure de fiction. Warbeck Hall, c'est plus qu'un décor, c'est une métaphore, une maison glaciale où la cheminée fume mal, où les héritiers fascinent et effraient, et où chaque couloir sent la fin d'un monde. Le patriarche, Lord Warbeck, agonise dans sa chambre. Dehors,
La neige ferme les routes, et à l'intérieur, le temps s'arrête. Voilà pour le terrain, un huis clos parfait. Une Angleterre en réduction, prisonnière de ses traditions, qui attend son heure, sans savoir que cette heure, c'est celle de sa mort symbolique. Et au milieu de tout ça, un étranger, le docteur Botwink, réfugié juif venu du continent, historien de profession, observateur de vocation. C'est lui qui prendra des notes, pendant que la bonne société s'étrangle entre les convenances et la peur. Art ne se contente pas de faire tourner les pages, il fait tourner le miroir. Et dans le reflet, on voit un pays à bout de souffle, où la morale est devenue un luxe, et la loyauté, une monnaie en voie de disparition. En bon juge, il rend son verdict sans lever la voix. L'Angleterre est coupable de sa propre hypocrisie. Voilà le décor planté, les protagonistes en place, et la neige qui commence à tomber. L'affaire Warbeck, ça commence comme une carte de vœux mal tirée. Noël approche, la neige tombe drue, et le manoir ancestral des Warbeck s'apprête à recevoir sa petite troupe d'invités. On se croirait dans une publicité pour le pudding impérial, sauf qu'ici, le sucre cache le cyanure. Le patriarche, Lord Warbeck, agonise dans sa chambre, gardant un œil sur sa lignée comme un capitaine qui verrait couler son navire. Dans la maison, on compte sur les doigts quelques membres de la famille. Un héritier d'extrême droite, un majordome fidèle, un érudit étranger et une poignée de domestiques qui sentent venir l'orage. Le roman ouvre sur ce décor, un huis clos complet. La neige bloque les routes, les téléphones sont coupés et la société anglaise se retrouve à huis clos, obligée de se regarder dans la glace. L'auteur ne perd pas de temps. Le crime arrive vite, proprement, presque avec élégance. Pas d'éclaboussure, juste un verre de trop, un toast fatal, un homme qui s'effondre. L'héritier, Robert Warbeck, militant d'une Ligue de la liberté et de la justice, au relent fasciste, tombe raide mort. Et là, tout le monde comprend que le fantôme du passé n'a pas fini de hanter le pays. 2 morts, 2 mondes. Robert, le fanatique, symbole du ressentiment d'une classe déchue, puis Mrs. Carster, l'épouse ambitieuse d'un politicien, victime collatérale ou maillon gênant. Les meurtres se répondent comme un écho entre 2 générations. 2 visions de l'Angleterre. L'enquêteur, c'est le docteur Wenceslaus Botwink. Pas de pipe, pas de moustache. Juste un regard froid, une logique d'acier et cette distance de l'exilé qui voit ce que les autres refusent. Ancien réfugié du nazisme, juif continental. Il observe ces Anglais engoncés dans leurs titres comme un entomologiste devant un bocal de papillons morts. Son arme, c'est la raison. Sa méthode, la patience. Et à chaque dialogue, il déshabille les personnages plus sûrement qu'un interrogatoire de Scotland Yard. L'autre protagoniste silencieux, c'est Warbeck Hall lui-même. La maison craque, le feu peine à chauffer, les portraits s'assombrissent. Tout y respire le froid, la faim, la poussière d'un monde qui n'a plus les moyens d'entretenir sa grandeur. C'est plus qu'un décor, c'est un cercueil. Le style de Haar, lui, ne triche pas. Sobre, juridique, précis. Pas une phrase de trop, pas un mot pour faire joli. L'homme écrivait comme on rédige un jugement, avec des preuves, des clauses et des conséquences. Mais sous la rigueur, il y a de l'ironie. Une ironie britannique, sèche, implacable, qui se glisse dans les répliques. Exemple, quand Botwink commente la hiérarchie sociale anglaise, il lâche cette petite bombe tranquille. Chez vous, les classes se haïssent en silence. Sur le continent, on fait plus de bruit, mais on finit par s'entendre. En une phrase, tout le roman est là. La politesse comme camouflage, la retenue comme poison. Les personnages, eux, sont taillés à la serpe symbolique. Lord Warbeck, aristocrate en fin de course, incarne la monarchie sans royaume. Sir Julius, cousin et ministre socialiste, l'homme du pouvoir moderne, celui qui a troqué le blason pour le bulletin de vote. Robert, l'héritier fasciste, la revanche en uniforme de chasse. Briggs, le majordome, figure de la fidélité servile, mais lecteur d'histoire. Un domestique qui comprend les leçons du passé mieux que ses maîtres,
Suzanne, la fille de Briggs mariée en secret à Robert. L'amour qui franchit les barrières sociales, mais se heurte à la loi des classes. Lady Camilla, la femme noble en quête d'équilibre, prisonnière d'un monde qui se délite. Et enfin Mrs. Carstairs, bourgeoise arriviste, dont la mort marque le triomphe ironique du hasard sur les ambitions sociales. Chaque protagoniste, c'est une pièce sur l'échiquier social. Et Eyre, le juge, les déplace avec la rigueur d'un magistrat et la malice d'un satiriste. Le ton général, mélancolique, ironique, clinique. Pas de coup d'éclat, pas de poursuite. Juste la lente désintégration d'un ordre observé à la loupe. Là où Agatha Christie aurait joué sur la mécanique de la déduction, Eyre préfère la mécanique du symbole. Le meurtre n'est qu'un outil, un prétexte pour radiographier le pays. Et quand la vérité éclate, elle ne délivre personne. Pas de justice rétablie, pas de morale finale, juste le constat glacé d'un juge. L'Angleterre s'est tuée elle-même avec sa propre élégance. Au fond, Meurtre à l'anglaise, c'est l'autopsie d'une nation menée dans la salle à manger d'un manoir. Les instruments sont polis, les gestes mesurés, mais le diagnostic est sans appel. Dans le prochain volet, on passera aux interrogatoires. C'est là que les masques tombent, que les thèmes se croisent, classe, politique, hypocrisie. Et qu'on découvre que, chez Cyril Hare, le vrai poison n'est pas dans le verre, mais dans les principes. J'ai passé la soirée à relire les dépositions. Tous les témoins ont fière allure, peut-être trop. L'aristocrate joue les martyrs, le ministre se veut irréprochable, le majordome se fait discret. Quant à l'historien venu d'ailleurs, il observe tout, comme s'il assistait à la fin d'un monde plus qu'à une simple enquête. Chez Cyril Hare, l'enquête n'est qu'un décor. Le véritable procès, c'est celui d'une nation. Chaque personnage raconte sa vérité, et l'auteur, lui, relève les contradictions. Le thème central, c'est la lente disparition d'un ordre ancien. L'aristocratie s'éteint, incapable d'admettre que le monde change. Le peuple s'éveille, revendique sa place, et la société se tend entre deux forces contraires. Dans ce chaos, la justice reste témoin, impuissante, comme un vieux juge oublié dans sa robe. Lord Warbeck, cloué sur son lit, incarne la noblesse au bord du gouffre. Son titre, sa maison, sa lignée, tout s'effondre avec lui. Il meurt comme une époque, sans éclat, sans bruit. Sir Julius, le cousin idéaliste, représente le pouvoir nouveau. Habile, brillant, mais calculateur. Il parle d'avenir et de progrès, tout en gardant le regard d'un homme du passé. Robert, l'héritier radical, rêve d'ordre et d'autorité. Il s'accroche à un passé idéalisé qu'il n'a jamais connu. Son mouvement soi-disant patriotique révèle surtout le désarroi d'une jeunesse perdue, sans repère. Briggs, le majordome, c'est la voix muette du peuple. Fidèle, précis, observateur, il sait tout mais se tait. Sa fille, Suzanne, franchit la barrière sociale par amour, ou peut-être par instinct, et ce geste bouleverse le destin de la famille Warbeck, une union secrète entre maître et domestique, symbole d'un monde qui se transforme sans s'en rendre compte. Et au centre de tout cela, le docteur Botwink regarde. Je suis venu étudier l'histoire d'une famille. J'ai trouvé celle d'un pays. En quelques mots, Hare transforme son roman en constat implacable. Le crime devient métaphore. C'est la société elle-même qui s'est empoisonnée. Le poison n'est pas chimique, il est moral. C'est la peur du changement, la nostalgie d'une grandeur perdue, le poids des hiérarchies. Premier thème, la classe sociale. Les dialogues sont des champs de mine. Un mot de trop, un ton mal choisi, et la tension monte. Les domestiques disent encore « My Lord » à un homme ruiné. Les élites continuent de parler un langage de titres et de rangs. Tout cela craque lentement comme un vieux plancher. Deuxième thème, la politique. Nous sommes en 1951, l'Angleterre tourne une page. L'aristocratie espère un répit, le peuple réclame autre chose. Dans le roman, cette fracture prend la forme d'un duel d'idées entre Sir Julius et Robert. Vous avez troqué la noblesse pour la paperasse, Julius. C'est plus sûr, mais tout aussi vain. Chez Hare, la politique n'est jamais théorique.
Elle s'infiltre dans chaque réplique discrète mais constante. Troisième thème, la justice. Cyril Hare, juge dans la vie réelle, connaît la fragilité des lois humaines. Dans Meurtre à l'anglaise, la vérité ne sauve personne. Quand Botwink découvre le coupable, il ne triomphe pas, il constate. La logique gagne, mais la morale s'efface. La justice est un luxe que peu peuvent se permettre. Quatrième thème, la mémoire. Le roman est traversé par les fantômes du passé, portraits d'ancêtres souvenirs d'empires guerres révolus. Le présent n'est qu'une répétition. Chacun rejoue un rôle ancien sans conviction. Et enfin, le regard de l'étranger Botwink, rescapé d'un continent meurtri, voit ce microcosme avec une lucidité glaçante. Votre île se croit à l'abri, mais même les îles finissent par s'enfoncer. Aucune société n'est éternelle, surtout quand elle confond fidélité et immobilisme. Cyril Hare orchestre son huis clos comme un procès verbal. Ses personnages plaident coupables sans le savoir, les uns par orgueil, les autres par habitude, et quand la neige fond, il ne reste qu'un constat. L'ordre ancien s'est effondré sous son propre poids. C'est cette ironie discrète, cette rigueur presque clinique qui donne au roman sa force. Hare n'explique pas, il observe. Et son observation des décennies plus tard résonne toujours avec la même acuité. Dans toute enquête, il arrive un moment où il faut quitter la scène de crime pour remonter le temps, oublier le corps, observer l'époque. Car les mobiles, dans ce genre d'affaires, dépassent souvent les individus. Ils appartiennent à l'histoire. Meurtre à l'anglaise paraît en 1951. L'Angleterre se relève encore des épreuves de la guerre. L'Empire se délite. Les illusions d'avant ont disparu sous les gravats de Londres. L'austérité persiste. On chauffe peu, on parle beaucoup, et l'air sent encore la poussière des ruines. Le pays est divisé entre nostalgie et modernité. Les grandes familles observent avec inquiétude la montée des syndicats et des intellectuels. C'est dans cette Angleterre en reconstruction que Cyril Hare écrit. Pas un agitateur, mais un observateur, un juge qui lit la société comme un dossier d'instruction. Derrière la façade polie de son roman, il dépose une vérité discrète. Le système de classe, les privilèges, les certitudes d'hier se fissurent lentement. La critique salue la finesse du livre. Ce n'est pas un triomphe commercial, mais un succès d'estime. Les lecteurs fidèles à l'âge d'or du roman policier Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ngaio Marsh reconnaissent la mécanique parfaite, mais perçoivent autre chose, une profondeur sociale et morale inédite. Là où Christie enfermait ses suspects dans la logique d'une énigme, Hare les enferme dans celle de leur milieu. Le crime n'est pas un accident, mais la conséquence naturelle du contexte. Les universitaires verront plus tard dans Meurtre à l'anglaise une radiographie de l'après-guerre britannique. Une maison isolée par la neige devient la métaphore d'un pays prisonnier de ses traditions. L'empoisonnement lui symbolise une société malade de ses contradictions. La force du roman, c'est sa retenue. Pas d'effusion, pas de pathos. Hare écrit comme il juge froidement, méthodiquement. Sous cette rigueur, une ironie subtile perce. Dans les années 1950, le roman traverse l'Atlantique, publié aux États-Unis. Il séduit les lecteurs amateurs de mystères à l'anglaise, majordome, cheminée, thé fumant, crime feutré. Beaucoup y voient un charme exotique. Peu devinent qu'il s'agit en réalité d'une étude sociale cachée sous le vernis du divertissement. Plus tard, le livre poursuit son voyage. Il inspire une adaptation inattendue. Un téléfilm soviétique réalisé par Samson Samsonov en 1974, intitulé « Un meurtre purement anglais », avec Alexei Batalov dans le rôle du docteur Botwink. Les spectateurs y lisent une fable sur un monde ancien qui s'effondre, un manoir devenu symbole d'une époque révolue. Botwink, l'observateur étranger, apparaît comme la conscience lucide d'un univers figé. Ironie du sort. L'Angleterre y voyait un miroir ailleurs, on y lisait une preuve.
En France, le roman arrive tard, mais connaît un second souffle dans les années 1990 grâce à Payot and Rivage. Intégré à la collection Rivage, Noir, il devient un petit classique d'hiver, redécouvert par les amateurs d'atmosphère feutrée. La presse parle d'un bijou d'élégance, d'un pastiche plein d'esprit. Peu remarquent le scalpel derrière la porcelaine. Aujourd'hui encore, les lecteurs savourent le charme des dialogues polis, le craquement du parquet, la tasse de thé fumante. Mais les plus attentifs y perçoivent autre chose, la peur sourde d'une nation qui se cherche, ce double visage raffiné pour les uns, lucide pour les autres, fait toute la richesse du roman. S'il résiste autant, c'est parce qu'il touche à un mal universel. La difficulté qu'ont les sociétés à se regarder sans complaisance. Comme souvent chez Art, la dernière page ne clôt rien. Elle laisse un goût sec, un constat. L'ordre semble rétabli, mais le malaise demeure. Le lecteur referme le livre avec la même impression que Botwink. La vérité est là, mais personne n'en sort grandi. Il existe des fautes qu'on ne juge pas parce qu'elles appartiennent à tous. C'est la leçon de ce roman, l'Angleterre ne subit pas un procès. Elle se regarde dans un miroir. Dans le prochain volet, le dossier se refermera, on passera au bouclage, le verdict, la morale, la dernière gorgée de whisky avant d'éteindre la lampe. J'ai refermé le dossier Warbeck comme on ferme un livre trop bien rangé. Tout y était, le décor, les témoins, le mobile. Un crime sans colère, mais avec méthode. Un meurtre si typiquement anglais qu'il pourrait presque passer pour une cérémonie. Meurtre à l'anglaise n'est pas un simple roman policier. C'est une dissection sociale, précise et méthodique, menée par un juge qui ne croit plus aux symboles, mais encore à la logique. Cyril Haar ne cherche pas les faits, il cherche la cohérence, et il la trouve dans la lente dégradation d'un monde. Le livre a beau dater de 1951, il parle encore de nous. Chaque époque a ses Warbeck Hall, ces demeures respectables où les murs se fissurent, mais où l'on continue de faire comme si tout allait bien. Les nobles d'hier ont laissé place à d'autres élites, mais la maladie reste la même, le confort moral qui empêche de voir ce qui se délite sous le vernis. Haar, le magistrat, n'écrit pas pour accuser, il écrit pour constater, pour dresser un bilan froid et lucide sur une nation qui s'endort dans ses certitudes. L'Angleterre du roman ne disparaît pas par faute ou par haine, mais par habitude, par refus du changement, par attachement à des valeurs figées. Les personnages parlent de devoir, d'honneur, de respectabilité, comme si ces mots pouvaient remplacer l'air qu'ils respirent. Le docteur Botwink, l'étranger, est le seul à comprendre. Il a vu d'autres sociétés vaciller et reconnaît les signes avant-coureurs, la peur, le silence, le conformisme. Chez Haar, c'est lui, la conscience claire. Ni rang, ni patrie, mais un regard lucide. Au fond, meurtre à l'anglaise est un verdict sans tribunal. Pas de grand dénouement, pas de justice spectaculaire, seulement une vérité tranquille. Les civilisations ne s'éteignent pas d'un coup, mais d'une négligence. Voilà la sentence, sobre et implacable. Dans le monde du roman policier, Haar tient une place singulière. Moins célèbre que Christie, moins flamboyant que Sayers, mais plus observateur que les deux. Là où elle divertissait, lui auscultait. Il a écrit un livre de juge, pas de conteur, pas de plaidoyer, juste une constatation. Sa plume est celle d'un homme qui a trop vu pour croire encore à la rédemption. Un style précis, mesuré, sans emphase. Le crime n'est pas un scandale, mais une logique sociale. Et dans ce calme apparent se cache toute la puissance du roman. En refermant le livre, on comprend que l'Angleterre de 1951 et celle d'aujourd'hui partagent la même faille, le vernis moral posé sur les fissures du réel. On ne verse plus de poison dans les verres, mais on continue de s'abîmer doucement, à force d'indifférence et de convenance. Chez Cyril Haar, les coupables n'ont pas besoin d'armes. Ils ont mieux, les bonnes manières. Dehors, la nuit s'épaissit. L'affaire Warbeck est close, mais son écho traîne encore dans la tête, comme un air qu'on ne parvient pas à oublier. Je regarde la pluie glisser sur la vitre.
les lampadaires qui s'éteignent un à un dans la rue déserte. Dans la pénombre, l'Angleterre d'Aharé flotte encore, un manoir figé dans la neige, des ombres élégantes, un parfum de whisky et de regret. Ce meurtre-là n'avait rien de spectaculaire. Pas de cris, pas de fuite, juste une société qui s'effondre en silence, sous le poids de ses propres manières. Haar, le juge, a rendu son verdict, et moi, j'ai rangé mes notes. Mais il reste cette sensation étrange, celle d'avoir vu un pays se suicider en souriant. Et ça colle à la peau comme la fumée d'un vieux cigare. Dans ce métier, on apprend que les meurtres se répètent, jamais à l'identique, mais toujours selon le même tempo. Le décor change, les visages aussi, mais l'ombre, elle, reste fidèle. Et cette ombre, je la retrouverai bientôt, pas dans un manoir cette fois, dans une ville de verre et d'acier où les pendules tournent trop vite, où les hommes croient pouvoir courir plus vite que le destin. On m'a soufflé qu'un certain rédacteur en chef va se retrouver pris dans les engrenages d'une horloge plus grande que lui. Une histoire de pouvoir, de mensonges et de temps qui s'arrête net au cœur d'un empire de journaux. Le temps, oui, il finit toujours par rattraper les coupables. Alors on se retrouve vendredi. Même ambiance, autre scène. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et gardez un œil sur la grande horloge. Parce que quand elle sonne, ce n'est jamais pour annoncer la messe.